Dans les quartiers pauvres de Lagos, les enfants apprennent très tôt que la vie n'offre rien gratuitement. Chaque matin, le soleil se lève sur les toits en tôle rouillée, les cris des vendeuses au marché et les moteurs bruyants des bus jaunes. C'est dans ce tumulte que deux garçons, Emeka et Chinedu, forgèrent leur amitié. Ils étaient inséparables. On les voyait courir dans les ruelles poussiéreuses, une bassine d'eau pure ou de beignets sur la tête, criant pour attirer les clients. Ce qui frappait les voisins, c'était leur complémentarité. Chinedu, studieux, réservé, toujours plongé dans ses cahiers d'école, et Emeka, vif d'esprit, habile à convaincre, toujours à l'affût d'une opportunité de gagner quelques naira. Leur famille vivait dans la même cour, partageant la même pauvreté, les mêmes repas maigres, les mêmes inquiétudes du lendemain. Pourtant, malgré la misère, l'un et l'autre rêvaient d'un avenir meilleur. Chinedu répétait à qui voulait l'entendre qu'il deviendrait un grand homme, que l'éducation le sauverait de la pauvreté. Emeka, lui, riait de cette idée, convaincu que la réussite ne venait pas seulement des livres, mais de la rue, des affaires, du commerce. Les anciens du quartier, assis le soir sous les manguiers, observaient ces deux garçons avec un mélange de tendresse et d'inquiétude. Certains disaient, Chinedu est l'avenir de sa famille, il est intelligent, discipliné. D'autres répliquaient, ne sous-estimez pas Emeka, il a le flair des hommes qui bâtissent des fortunes. Personne ne savait encore lequel des deux avait raison. Malgré leurs différences, ils s'étaient juré fidélité. Dans leur innocence, ils croyaient que l'amitié pouvait tout affronter, la pauvreté, le temps, les choix de la vie. Mais Lagos, avec ses tentations et ses cruautés, n'épargne personne. Au fil des ans, leurs chemins commencèrent doucement à diverger. Tandis que Chinedu passait ses journées à l'école, la tête penchée sur ses cahiers, Emeka traînait davantage sur les marchés, apprenant à négocier avec les commerçants, à flairer les bons coups. L'un croyait à la force des diplômes, l'autre misait sur la débrouillardise. Pourtant, chaque soir, ils se retrouvaient dans la même cour, partageant leurs rêves sous la lumière tremblante d'une lampe tempête. Emeka affirmait qu'il deviendrait riche, qu'il sortirait ses parents de la misère. Chinedu, lui, se voyait en grand intellectuel, peut-être professeur, peut-être docteur, quelqu'un que la société respecterait. Les deux riaient ensemble, s'encourageaient, et se promettaient que le succès de l'un serait aussi celui de l'autre. Mais la vie, avec ses caprices, aime tester les promesses des hommes. Et ce que ces deux amis ne savaient pas, c'est que leurs rêves, au lieu de les unir, allaient un jour les déchirer. L'amitié d'enfance est comme une graine plantée dans une terre incertaine. Elle peut donner de beaux fruits, ou être étouffée par les ronces de la jalousie. Pour Emeka et Chinedu, le temps allait bientôt révéler de quel côté la balance pencherait. Le temps avait passé. Les ruelles de Lagos avaient vu grandir Emeka et Chinedu, et désormais chacun suivait son chemin. Chinedu, fidèle à son rêve, poursuivait ses études avec acharnement. Sa famille, bien que pauvre, se privait de beaucoup pour qu'il continue l'école. On le voyait souvent marcher sur de longues distances, ses cahiers sous le bras, récitant ses leçons à voix basse. Dans le quartier, on disait de lui, voilà un garçon qui ira loin. Son avenir est déjà écrit. Emeka, lui, n'avait pas le même destin. L'école l'ennuyait. Ce qu'il aimait, c'était la rue, le marché, les négociations. À peine sorti de l'adolescence, il s'était déjà fait remarquer pour son audace. On le voyait acheter des sachets d'eau à bas prix pour les revendre avec profit, aider des commerçants étrangers et gagner une petite commission, ou encore organiser des jeux entre enfants pour quelques pièces. Il n'avait peut-être pas les diplômes, mais il avait ce que beaucoup appelaient le flair des hommes d'affaires. Les deux amis se retrouvaient parfois, mais leurs conversations n'étaient plus les mêmes. Chinedu parlait de ses examens, de ses professeurs, de son futur brillant. Emeka, lui, parlait de deals, d'argent, de projets. Pourtant, malgré ces différences, l'amitié tenait encore, comme un vieux pont qui craque mais ne s'effondre pas. Puis vint le premier grand tournant de leur vie. Chinedu décrocha une bourse qui lui permit de poursuivre ses études supérieures. Toute la cour vibrait de fierté. Les anciens disaient, ce garçon est la gloire de sa famille. Demain, il sera peut-être ministre. Sa mère, les larmes aux yeux, voyait déjà son fils comme l'homme qui tirerait toute leur lignée de la pauvreté. Pendant ce temps, Emeka continuait de se battre avec la vie. Ses affaires de rue grandissaient lentement. Il avait appris à gérer plusieurs activités en même temps, et déjà certains commerçants libanais et nigérians plus riches le consultaient pour écouler leurs produits. Les voisins murmuraient, ce garçon-là, même sans école, a quelque chose de spécial.
Mais Lagos est une ville cruelle. Le succès de l'un devient souvent l'aiguille dans le cœur de l'autre. Chinedu, en poursuivant ses études, commençait à regarder Emeka avec un léger dédain. Il lui disait parfois, « Mon frère, l'argent rapide ne dure pas. Si tu n'as pas de diplôme, la société ne te respectera jamais. » Ces mots, même prononcés avec un ton d'ami, restaient gravés dans le cœur d'Emeka comme une blessure. De son côté, Emeka voyait en Chinedu un garçon trop enfermé dans ses livres, incapable de voir la réalité dure de la rue. Il se disait en silence, « Un jour, je lui prouverai que les affaires valent plus que les diplômes. » Pourtant, malgré ces rivalités intérieures, les deux continuaient de s'appeler « frères ». Ils se rendaient des services, s'entraidaient encore, mais la pureté de l'enfance avait disparu. Une petite graine de rivalité commençait à germer dans le silence. Pendant que Chinedu peinait à joindre les deux bouts, vivant souvent dans la faim malgré ses études brillantes, Emeka, avec sa débrouillardise, commençait à goûter aux premiers vrais fruits de ses affaires. Il n'était pas encore riche, mais il avait déjà ce que beaucoup de jeunes de son âge rêvaient, un certain confort, une certaine assurance, une réputation de jeune homme ambitieux. Dans la vie, certains bâtissent leur avenir avec des livres, d'autres avec des opportunités. Mais la réussite, qu'elle vienne de l'école ou de la rue, a toujours un prix. Et pour Emeka et Chinedu, ce prix allait bientôt se révéler plus lourd que ce qu'ils pouvaient imaginer. Le temps avait encore filé, rapide comme les eaux du fleuve Niger. Emeka, ce garçon de rue qui ne croyait qu'en son instinct, avait franchi des étapes que personne n'aurait imaginées. Ses petites affaires de marché s'étaient transformées en véritables entreprises. On le voyait maintenant rouler dans une voiture modeste mais enviée, se vêtir correctement, et surtout, parler avec l'assurance de ceux qui savent où ils vont. Il avait un don rare, celui de voir les opportunités là où les autres ne voyaient que des obstacles. Un vieux commerçant du marché, impressionné, disait souvent: « Ce garçon a l'œil. Là où nous voyons des cailloux, il voit de l'or. » Emeka ne se contentait pas d'amasser. Il pensait à sa famille. Il avait sorti ses parents de la pauvreté. Sa mère n'avait plus à vendre de l'huile au soleil brûlant, son père n'avait plus à courir derrière de petits travaux. La maison familiale, autrefois délabrée, avait été rénovée. Tout le quartier parlait de lui comme d'un exemple. Mais au cœur de ses réussites, Emeka restait fidèle à ses promesses. Il n'avait jamais oublié Chinedu. Chinedu, lui, était désormais marié. Sa femme et ses enfants vivaient dans des conditions difficiles. Les études l'avaient conduit à de beaux diplômes, mais pas à l'argent. Il avait l'intelligence, mais pas encore les opportunités. Ses enfants peinaient à rester à l'école faute de moyens, et dans sa maison, les repas étaient souvent maigres. Un soir, Emeka prit une décision qui allait bouleverser leur vie. Il alla voir son ami d'enfance et lui dit avec gravité: « Chinedu, tu es mon frère. Tu as les diplômes, tu as la tête. Moi, j'ai l'entreprise, mais je ne suis pas aussi instruit que toi. Viens travailler avec moi. Ensemble, nous irons plus loin. » Chinedu, ému, accepta. Les choses semblaient enfin tourner en sa faveur. Ainsi débuta une nouvelle ère, Emeka et Chinedu, associés dans la même entreprise. Là où Emeka excellait dans les négociations et les intuitions, Chinedu brillait par son intelligence, son organisation et ses stratégies. L'entreprise prit une dimension nouvelle. Des contrats juteux furent signés. Pas seulement au Nigeria, mais aussi dans les pays voisins comme le Cameroun. On voyait désormais Emeka, accompagné de son ami, dans les grands hôtels, aux réunions avec des hommes d'affaires puissants, serrant des mains qui décidaient du destin de régions entières. Emeka, humble malgré sa gloire, disait partout: « Mon ami Chinedu est la tête de cette entreprise. Sans lui, je ne serais pas arrivé ici. » Mais derrière ce sourire, une ombre commençait à grandir dans le cœur de Chinedu. Car plus l'entreprise grandissait, plus l'influence d'Emeka s'étendait. C'était lui que les grands hommes respectaient, lui que les journaux citaient, lui que les gens acclamaient. Chinedu, malgré son poste de haut cadre, n'était vu que comme l'ami du grand Emeka. La jalousie, silencieuse mais tenace, s'installait. Il se disait: « Comment ? Moi qui ai étudié, moi qui ai souffert pour mes diplômes, c'est lui, sans école, qui récolte la gloire. » Chaque sourire qu'il adressait à Emeka cachait une blessure profonde. Et chaque succès de l'entreprise devenait pour lui une humiliation. Le succès attire la lumière, mais la lumière attire aussi les ombres. Emeka avait bâti un empire avec loyauté et cœur,
mais ce qu'il ignorait, c'est que le danger ne venait pas de ses ennemis, il dormait déjà dans la maison de son frère de cœur. Le soleil de Lagos brillait fort ce matin-là, mais dans le cœur de Chinedu, il faisait sombre. L'entreprise d'Emeka grandissait encore. Les journaux parlaient de lui comme du jeune prodige de l'économie nigériane. On racontait comment il avait commencé avec presque rien pour devenir un homme influent, respecté par les politiques, courtisé par les investisseurs étrangers. Et toujours, à ses côtés, Chinedu. Mais plus Emeka brillait, plus Chinedu se sentait éclipsé. Le soir, dans son lit, allongé à côté de sa femme, il fixait le plafond. Si ce n'était pas moi, ce serait Emeka le Grand ? Moi, j'ai les diplômes, j'ai l'intelligence. Pourquoi est-ce lui qu'on respecte ? Sa femme, consciente de son trouble, essayait parfois de le raisonner. Chinedu, sois reconnaissant. Ton ami t'a tendu la main quand tu n'avais rien. Aujourd'hui, grâce à lui, nos enfants mangent bien et vont à l'école. Pourquoi ton cœur n'est-il pas en paix ? Mais ces mots étaient comme de la pluie tombant sur un toit de zinc, ils glissaient sans pénétrer. La jalousie avait planté ses racines. Un soir, après une grande réception où Emeka avait été applaudi par les plus puissants, Chinedu sentit que son cœur débordait. Il s'isola dans son bureau et murmura, les yeux fixés sur un dossier. Non, ça ne peut pas continuer ainsi. Si je reste son ombre, je ne serai jamais rien. Il faut que tout cela s'effondre, que tout le monde voie qu'il n'est pas aussi parfait qu'il le pense. Ce fut le début du plan. Chinedu connaissait l'entreprise de fond en comble. C'était lui qui gérait les chiffres, les contrats, les documents légaux. Il commença discrètement à falsifier certains papiers, à manipuler les comptes, à créer des irrégularités invisibles aux yeux d'Emeka, qui lui faisait une confiance aveugle. Emeka, de son côté, continuait de traiter Chinedu comme un frère. Un jour, en pleine réunion, il posa sa main sur son épaule et dit devant tous les cadres. Voici l'homme qui fait tourner cette entreprise. Si je suis debout, c'est grâce à lui. Ces paroles, censées être un honneur, furent pour Chinedu une gifle. Car aux oreilles des autres, elles confirmaient encore une fois que lui n'était qu'un second rôle, l'homme de l'ombre, celui qui ne pouvait exister qu'à travers Emeka. Alors, il accéléra son plan. Des documents compromettants furent déposés entre de mauvaises mains. De faux dossiers de fraude financière circulèrent. Et bientôt, les autorités commencèrent à s'intéresser à l'empire d'Emeka. Les nouvelles tombèrent comme des coups de tonnerre. Accusations de falsification et détournement dans les entreprises d'Emeka. Le pays entier en parla. Les visages qu'il avait applaudis se fermèrent, les mêmes bouches qu'il avait encensées commencèrent à le traiter de voleur. Et un matin, la scène que personne n'aurait imaginée arriva, des policiers frappèrent à sa porte. Devant sa femme, ses parents, ses voisins, Emeka fut menotté et emmené. Sa mère pleurait en hurlant. « Mon fils est innocent. Vous vous trompez. » Mais les sirènes recouvrirent ses sanglots. Chinedu, de loin, regardait la scène. Son visage ne trahissait aucune émotion. Pourtant, au fond de lui, une voix chuchotait. « Tu as gagné, enfin, tu n'es plus dans son ombre. » La jalousie, quand elle s'installe, ne cherche pas à partager. Elle détruit. Et souvent, ce qu'elle détruit en premier, c'est le lien sacré de l'amitié.